Voilà. Vous vivez une époque cruciale. Bon, alors, donc le titre de ma conférence, c'est la dévolution du système scientifique. Le système scientifique, il est par terre. Il est à bout, c'est la catastrophe. Bon, vous avez vu cette affaire du professeur de Marseille, Raoult, hein, mais ce n'est rien du tout avec ce que je vais vous annoncer. Voilà, bon, donc je me présente. Bon, moi je suis ingénieur à la base. Alors j'ai refusé d'entrer à l'école normale et compagnie parce que j'ai vu que leur mathématique était trop abstraite. Dès le début, je l'ai vu. Hein. C'était quoi? J'ai refusé de rentrer à l'école normale et polytechnique et autres. Hein. Je leur ai dit, ce que vous faites, c'est des mathématiques, c'est pas de la physique. Dès le début, j'ai vu ça. J'avais 19-20 ans. Bon, l'intuition, quoi. Et je vais vous montrer que l'intuition est très importante. Et alors, quand je suis rentré dans une école d'ingénieur, j'ai fait l'optique. Et l'optique, c'est un domaine extraordinaire pour faire de la physique. Ah oui, donc je pourrais vous détailler. Bon, alors, point de vue table ronde, bon, je pourrais pas. Alors, il se trouve que j'ai un problème de cataracte et je ne peux plus rouler la nuit. J'ai l'interdiction de rouler la nuit, je ne pourrais pas rester à la table ronde. Donc, je vais rester manger avec vous à midi et on pourra débattre. On fera une table ronde un peu pendant le repas. Hein. Voilà. Parce que là, l'affaire est trop grave. Voilà. Et alors, donc, quand j'ai fait. Alors, je suis rentré donc, dans l'enseignement supérieur. Hein, et j'ai été jusqu'à la thèse de doctorat, j'ai tout bouleversé dans ma thèse déjà. Mais quand j'ai fini ma thèse, j'ai dit vous travaillez mal hein, aux chercheurs. J'ai dit je ne veux plus travailler avec vous. Pourquoi? Parce que figurez-vous que quand vous présentez un article scientifique, vous recevez un rapport anonyme d'un soi-disant pair. C'est l'expertise par les pairs. Et ça, personne ne dit que c'est anonyme. Vous le saviez? Non? Mais personne ne le dit. Et moi, alors quand j'ai vu, vous faites des expertises anonymes, là j'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Parce que moi, si j'ai un avis à donner sur le travail d'un collègue, je signe. C'est la moindre des choses. Et donc j'ai annoncé à ce moment-là, vous allez sombrer. Et c'est le cas. Vous allez voir, la chute, elle est brutale. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été? Vous savez, il y a un nouveau télescope qu'ils ont lancé là-bas au deuxième point de Lagrange, bien placé là pour observer le fond de l'univers. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ce que j'ai annoncé l'année dernière ici même. Donc, grâce à notre ami, à la minute 18, si vous regardez dans mon site c'est holophysique, hein, vous pouvez peut-être bien noter ce site, holophysique.free. C'est le seul site dans lequel vous rencontrerez de la vraie science et de la vraie physique. Bon, maintenant, je suis un peu. Les gens vont me dire que je suis prétentieux, mais j'ai tellement maintenant d'avance que. Donc, c'est plus la peine d'être humble ou modeste. Hein, voilà. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, donc l'année dernière, grâce à Diane ici présente, elle a fait une magnifique vidéo. Je vous encourage à regarder ma conférence sur le retour au bon sens cosmique des savoirs oubliés à la minute 18. Qu'est-ce que j'ai dit à cette minute 18? J'ai dit le nouveau télescope va observer de vieilles galaxies, là où normalement, d'après leur théorie foireuse de Big Bang, il devait y avoir des tout petits bébés galaxies mal foutus. Ben non, ils sont bien foutus. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est la panique. Donc vous êtes face à un silence assourdissant. Personne n'en parle plus. Fini. Alors vous savez, c'est le calme avant la tempête. Hein. Donc la tempête va s'abattre sur le système, une catastrophe de première ampleur. Parce que c'est un séisme culturel. Hein. Tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont enseigné sur la cosmologie, avec le fameux Big Bang, ça n'a pas tenu 3 minutes d'analyse physique. Ah oui, d'abord un mot, oui, avant de parler des 3 minutes qui ont révolutionné la science, je rappelle ce que c'est qu'une dévolution. Une dévolution, c'est pas forcément le contraire d'une révolution. Disons, ça se place en opposition au darwinisme. Parce que le darwinisme dit, bon, il y a toute une évolution. Hein, bon. Alors, le darwiniste, bon, c'est un exemple aussi de catastrophe culturelle, en fait. Hein.
Ça ne tient pas la route 5 minutes non plus. Parce qu'un changement d'espèce, je vous signale, et nous avons un expert qui va parler après nous, là, on vous posera la question. Hein. Pour changer d'espèce, une espèce est tellement bien foutue que ce n'est pas une mutation qui va arranger les choses. Hein. Pour changer d'espèce, il faut toute une série de mutations. C'est un calcul de probabilité tout con. Probabilité se multiplie, c'est pas possible. Et alors justement, bon, j'espère que M. Zimmermann en parlera, hein. Le darwinisme, il avait prévu des chaînons manquants, mais les chaînons manquants, ils manquent. Plusieurs centaines de milliers. Hein. Ils n'ont jamais trouvé. Il avait dit à l'époque, bon, on va les trouver plus tard. Hein. Puis parle. Bon, alors donc le darwinisme, alors c'est un exemple de théorie, soi-disant théorie. C'est même pas une théorie, ça ne tient pas la route debout 3 minutes. Mais personne n'a rien dit. Hein? Sauf peut-être, bon, Tasso, c'est un peu récemment, bon, il s'est levé, il a bien vu que ça n'allait pas, il a fait un petit bouquin là-dessus. Mais dès le début, quelqu'un d'intuitif, d'intelligent, il voit bien que ça ne tient pas la route. Donc c'est bien la preuve déjà qu'il y avait une aiguille sous roche. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que, vous savez, il y a la physique et la philosophie qui au début étaient reliés. La physique et la philosophie. Hein, ils étaient reliés au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une séparation de la physique avec la philosophie. C'est ça qui s'est passé, je vais détailler le truc. Ce qui fait qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe actuellement, on a oublié la vraie physique. Et qu'est-ce qu'on a? On a des mathématiciens, alors les mathématiciens c'est à gauche, c'est tous ces points que vous voyez là. Les mathématiques, ils essayent d'inventer un univers. Alors ils essayent tout. Mais il y a des belles choses dans ce qu'ils font. Hein. Grothendieck et compagnie, là. Magnifique. Bon, mais il n'y a qu'eux qui voient la beauté. Tandis que le physicien, bon, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voie directe. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris de base? Alors, tous les philosophes n'ont rien compris, les philosophes des sciences, ils n'ont rien compris. Parce que ce qui est important dans la science, c'est qu'on peut progresser sans connaître la théorie fondamentale. C'est ça le truc. C'est-à-dire la science, en fait, c'est artistique. Moi, j'ai été toujours piloté par le sens artistique. Hein. Moi, je suis musicien et tout ça. Bon, on a fait son mariage à Armel. Bon, c'était pas de la vraie musique. Bon, mais moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est le sens de la beauté et de la simplicité. Hein. Pour ça, j'ai envoyé tout le monde balader. Attention, hein. J'ai foutu ma carrière en l'air. Hein. Mais j'aurais dit, vous allez chuter. Hein, ça fait 20 ans, 25 ans de ça. Hein. Non, même plus. Bon, bref, j'aurais dit, vous êtes foutus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les philosophes n'ont rien compris non plus. Il faut que je corrige les philosophes aussi. Hein. Ils n'ont pas compris que le principe de base dans la science, c'est l'esquisse conceptuelle. Ben, un artiste, il commence toujours par faire une esquisse. Il commence pas. Quand on fait un tableau, on commence pas par on fait d'abord, on brosse le tableau. Ils font pas comme ça. Alors les matheux, c'est sur ceux-là. Tout ceux-là, ils tournent en rond. Tu inventes une théorie, une autre théorie, gna gna. Moi, je vais arriver 3 minutes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait en 3 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, oui, il faut que je précise, qu'est-ce que c'est qu'une synthèse stricte conceptuelle? On part de 3 concepts. Alors, quels sont les 3 concepts de base? Ben, c'est comme la ménagère qui fait son marché. Hein. Elle arrive à l'heure, le temps, le lieu, c'est la longueur, et la masse, elle pèse les aliments. Longueur, masse, temps. Alors, on dirait que je dis une banalité, ben c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Le système international a rajouté 4 autres grandeurs, je vous signale, hein, dont la charge électrique que j'ai fait sauter. Hein. Il n'y a plus de charge électrique. Maintenant, la charge électrique, c'est un nombre. Hein. Attention. Hein. Bon, donc, alors avec ma synthèse très conduite, ça m'a pris 3 minutes. J'ai calculé le demi-rayon de l'univers en 3 minutes. Je vous dis, c'est la voie directe du physicien. Hein. Et il ne chipote pas. Moi, je n'ai pas chipoté. Je suis arrivé dans mon bureau, ça a été vécu. J'ai eu une année sabbatique. Alors, d'ailleurs, c'est ici. Hein. La plus grosse université d'Europe. Vous allez voir comment ils vont réagir. Hein. Voilà, c'est piloté par des normaliens. Hein. Je m'excuse pour M. Zimmermann, mais bon, c'était la catastrophe, les normaliens. C'est les normaliens qui ont introduit les maths modernes bourbakistes dans l'enseignement. Ça a foutu en l'air toute une classe d'étudiants. Hein.
Et on s'en est pas remis, attention, et maintenant il manque des ingénieurs. Ça va être un gros problème de notre société actuelle. Hein. On n'a pas assez d'ingénieurs, c'est la catastrophe au niveau des sciences. On est avant-dernier en éducation et mathématiques. Il n'y a que le Chili qui est derrière nous. Hein. Ils doivent être nuls. Hein. Bon, enfin bref. Alors, je suis arrivé en 3 minutes, je calcule le demi-rayon de l'univers. Et donc, je vous montrerai, donc ça veut dire que j'ai calculé la masse de l'univers en 3 minutes. Ça vous paraît grand l'univers, hein? Bon. Et alors après, en poursuivant un peu le même genre, j'ai calculé un temps, il y a un temps qui sort, il se trouve que c'est directement lié à l'échelle musicale humaine. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Donc, on va voir un peu comment j'ai fait. Alors d'abord, ceux qui font, les officiels, qui font la synthèse triconceptuelle, longueur masse-temps, ils utilisent la vitesse lumière. Moi, mon originalité, c'est que j'ai enlevé la vitesse lumière. Donc, ils prennent le G de Newton, hein, la gravitation, tout ce qui tombe par terre, hein, tout ça, c'est relié par toujours la même constante, le G. Le H bar quantique, c'est la constante qui gouverne les phénomènes quantiques, et j'en parlerai, et c'est la vitesse lumière qui vous paraît rapide. Ben non. Non, parce que quand ils ont envoyé une sonde sur Pluton, il y avait 4 heures aller, 4 heures retour. Ça fait long vers la fin. Hein. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis logique. Je vous ai dit que j'étais logique. Non, je suis plus que logique. Parce que Tasso me présentait comme un esprit logique. Non, c'est pas ça. Non, je suis esthétique. Donc la vitesse lumière, bon, ben, je l'ai foutu en l'air tout de suite. Hein. Alors eux, quand ils l'utilisent, voilà ce qui se passe. Ils ont une longueur de Planck toute petite, 10 puissance moins 35 mètres. Bon, ils disent, ah ben, c'est petit, bon, ça veut dire, c'est... Ou alors un temps de Planck 10 puissance moins 44 secondes, c'est tout petit comme temps. Ils disent, bon, ben ça, c'est les caractéristiques du Big Bang, parce que eux, c'est là, c'est le Big Bang. Là. Et alors, ils ont dit, ben, c'est le mur de Planck. Là, on ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas descendre en bas. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'ils définissent, le calcul définissent la masse de Planck, 22 microgrammes. Mais d'où ça sort, ça? Qu'est-ce que c'est que cette masse de... Personne n'en parle. Et moi, je vais vous en parler, de la masse de Planck. Alors, au fait, ah oui, ça, c'est la prétention des officiers. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Ça, c'est Bruno Latour. Là, voilà ce qui nous a sorti. C'est grâce au fait que nous sommes nombreux, soutenus, institués, instrumentés, que nous accédons au vrai. Voilà. Voilà ce qu'on va vous répondre. Nous, on est nombreux. Vous, Sanchez, vous êtes tout seul. Ah ouais. Bon, c'est pour ça que vous demanderez, quand mon bouquin va sortir, d'essayer de faire un effort, d'essayer de vous le procurer. Hein. Alors voilà comment j'ai fait. Calcul 3 minutes. Donc j'ai dit la vitesse lumière c'est trop lent. Qu'est-ce que je vais la remplacer par quoi? Ben, j'ai pris le plus simple. Les 3 masses des particules les plus courantes, l'électron, le proton, le neutron. Et c'est là que j'ai trouvé la moitié de 13,8 milliards d'années-lumière. Et à l'époque, ils étaient à 13,7, hein, ces andouilles. Hein. Et c'est moi qui ai donné le premier chiffre de 13,8. Hein. C'était en 97. Hein. Alors, c'est le rayon de Hubble-Lemaitre. Je vais préciser, pour ceux parce que Tasso n'a jamais réussi à comprendre qu'est-ce que c'était ce rayon. Il n'arrive pas. Hein. Alors, par contre, ce qu'il faut bien insister, c'est une distance et pas un âge. Hein. Alors, on vous a toujours dit, ouais, c'est un âge, l'âge de l'univers. Non, il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que l'univers? Alors là, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, sur la constance de l'univers. L'univers et le cosmos sont parfaits. Hein. Ils n'ont pas besoin de bouger. Hein. Alors, là, cette valeur que j'ai annoncée, 13,8, maintenant est confirmée par les plus récentes mesures. Hein. 3 minutes, ça m'a pris. Alors, comment a réagi Orsay? Bon, d'abord, oui, il faut que je vous explique un truc que tout le monde s'est planté. Vous savez, les galaxies, ça recule, les galaxies. Mais c'est pas parce que ça recule qu'il y a une expansion de l'univers. Ben oui. Quand vous voyez une rivière qui coule, c'est pas parce qu'elle coule qu'elle va se tarir. Parce qu'il y a des glaciers en amont. Hein. Ah ben voilà l'exemple. Bon, ça j'avais donné ça déjà l'année dernière, hein, vous n'avez rien compris. Quoi. Mais vous avez un petit nuage au-dessus d'une montagne, il ne bouge pas. Mais il y a quand même du vent. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, l'air arrive d'un côté, hein, par là par exemple. Hein. Bon, hop, et là il se condense. Mais il traverse tout ça, mais après il se décondense. Donc c'est pas parce qu'il y a du mouvement local qu'il y a donc une expansion générale. Voilà, c'est un piège tout bête. Et tout le monde est tombé dedans, hein. sauf
sauf Colette, bon, bref. Bon, alors maintenant, il y a un truc que Tasso n'a pas compris. Il n'arrive pas à comprendre. Il y a une relation, je vous signale, hein, quand on calcule la vitesse de libération d'une planète de masse M et de rayon R, c'est le rayon R sur 2 qui apparaît dans la formule. Hein. Ça vient de la formule 1,5 de MV2. Là, vous avez tous appris ça, l'énergie cinétique 1,5 de MV2. Hein. Bon. Donc il y a un facteur 2. Donc quand on veut calculer la vitesse de libération dans une planète, hein, il y a le produit Gm. Bon, G c'est le Newton, M c'est la masse de la planète. Hein. Il y a V au carré, c'est ça la vitesse que vous voulez calculer, mais il y a R sur 2 qui est là. Ah! Donc ça veut dire que si le calcul vous donne R sur 2, ça veut dire que vous avez la masse de l'univers. Alors cette formule est valable, disons, pour un trou noir, hein, parce que pour un trou noir, vous dites que la vitesse de libération c'est la vitesse lumière, là la vitesse lumière apparaît. Hein. Donc le demi-rayon implique la masse critique du trou noir et donc de l'univers. C'est ce qu'on appelle la condition critique de l'univers. Ils ont découvert d'un seul coup, ce que j'avais annoncé depuis des années, et ce qu'Eddington avait prévu, c'est que l'univers devait obéir à la loi la plus simple. Ce qu'on appelle la condition critique en cosmologie. Hein. Bon, vous voyez le niveau, hein, franchement. Alors, réaction d'Orsay. Alors, Orsay, c'est juste à côté. Hein. C'est pas loin. Hein. On a les preuves. Hein. Vous pouvez vérifier. Hein. Donc, on m'a dit, il faut arrêter votre enseignement, allez prendre du repos. Tout le monde dit, vous avez pété les plombs. Et là, il y a un docteur du travail qui m'a convoqué. Hein. Ah, mais c'est vécu, c'était là. Hein. Alors, il m'a dit, bon, vous sentez bien? Ben oui, vous sentez. Ah ouais. Alors, donc, mais on dit que vous êtes un peu fou. Non, j'ai dit, c'est eux qui sont fous. Ah, ben, ça, quand j'ai dit ça, il faut vous enfermer. Hein. Ah, oui. Si on vous dit ça, il ne faut surtout pas répondre, c'est eux qui sont fous. Parce que vous passez pour un vrai fou. Mais maintenant, alors si vous voulez, maintenant, disons 20 ans après, même plus, 30 ans après, je vous signale, c'est le monde, c'est eux qui étaient vraiment fous. Parce que quand vous avez un docteur et sciences qui arrive, qui dit, bon là, il y a un calcul important, il faut l'écouter. Hein. Alors c'est les normaliens, là, ils se croient supérieurs, les pauvres. Hein. Bon, je n'attaque pas M. Zimmermann, lui, ça a l'air d'être une exception. On a sympathisé tout de suite, ouais, parce que, bon bref. Mais alors les normaliens, c'est eux qu'on... Vous savez ce qui s'est passé? C'est, comment il s'appelle? C'est le général de Gaulle, il a voulu bien faire. Il a dit, et ça c'était bien, il a dit, bon ben là, la France, il faut absolument relancer la recherche, les sciences. Mais là, il a dit, on va mettre les normaliens à la tête de la recherche. Et ça, il ne fallait pas. Parce que les normaliens, hein, ils sont, comme leur nom l'indique, ils sont là pour répéter les choses déjà apprises, pas pour découvrir, ils n'y arrivent pas. Aucun normalien n'a rien trouvé. Ah, peut-être, à part notre ami, on va en parler. Bon, bref. Bon, donc, le pauvre général de Gaulle, il a tout foutu par terre, sans s'en rendre compte. Bon, ça partait d'un bon sentiment. C'est pas parce que les normaliens, ils répètent les choses par cœur. J'ai vu comment ils travaillent. Hein. Bon, bref. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, ça va pas. Hein. Bon, bref. Alors, bon, voilà. Donc maintenant, j'accuse le monde de folie généralisée. Même au niveau des prix Nobel et compagnie. Hein. Ah ben oui, là, ah ben là, je ne peux pas par le dos de la cuillère. Hein. Alors, je vais vous donner des exemples. Hein. La science est basée sur l'observation, vous le savez, et des mesures. Donc, un physicien, il fait des mesures. Mais il faut toujours définir ce qu'on mesure. Hein. Ça, c'est un concept de base, et ils ne l'ont pas fait. Alors, dans la cosmologie, par exemple, il y a la loi de Hubble-Rollemètre. Hein, c'est Hubble a copié sur le mètre, enfin tout ça c'est une... Ceux qui liront mon bouquin, vous allez être édifiés. Bon, là aussi il y a eu un tourloupe. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les galaxies se reculent. Bon. Mais alors comment on mesure leur recul? Par un décalage spectral. Il y a le spectre, ça les raies, hein, qui bougent, enfin, qui se déplacent. Et ils se déplacent le même pourcentage dans le bleu ou dans le rouge. Hein. C'est donc un pourcentage, c'est un nombre pur. On mesure un nombre pur en fonction de la distance. Donc ça augmente en fonction de D. Mais si ça c'est un nombre pur, il faut ici mettre un R, une distance. Donc ça définit donc dès le départ une distance R qu'on appelle rayon de Hubble-Lemaitre. Il a mis 6 mois, il ne sait même pas s'il a encore déjà compris. Il n'y arrive pas.
Mais arrêtez de l'accabler, c'est peut-être pas de sa faute, puisqu'il a été comme vous, vous avez emmagasiné des tas de... on vous a bourré le mou, là. Hein. Oh. Bon, bref, alors. Donc, les officiels ont mis 70 ans pour reconnaître qu'il y avait... ce qui mesure, c'est une distance et pas un temps. Hein. Ils l'ont admis vers les années 2002. Hein, notre ami Bisoire, il est témoin. Hein. Alors, donc, ils ont mis 70 ans pour savoir ce qu'ils mesuraient. Je vous dis, moi. C'est de la folie furieuse. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, donc, comme je vous ai dit, le R sur 2 est lié aux masses. Ben là, accrochez-vous, là, attention. Parce que comme la masse, elle sort sans coefficient numérique, la masse de l'univers est placée au même plan que la masse de l'électron, que le proton et le neutron. Et quand vous faites le produit des 4 masses, qu'est-ce que vous trouvez? La puissance 4 de la masse de Planck, les 22 microgrammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, on dirait que l'univers, c'est comme une particule. Ensuite, alors, qu'est-ce que ça veut? Ben, ça veut dire qu'il y a un cosmos derrière. Ouais. Alors, il y a autre chose. À la racine de 137 près. Alors, 137, hein, c'est un nombre que je vous recommande. Je vous l'ai signalé déjà l'année dernière. Hein. Et il y avait une petite nonne là. Est-ce qu'elle est là, Anne? Elle n'est pas revenue. À table, on avait parlé. J'avais dit, est-ce que vous connaissez le 137? Elle dit, oui, moi, j'ai trouvé dans la Bible. Personne ne l'avait repéré. Et cette petite nonne, là, elle est là. Tu l'as vue, Anne? Elle n'est pas revenue. Ben, elle est dégoûtée, la pauvre. Bon, bref. Alors, donc, à la racine de 137 près, cette masse de Planck, devinez qu'est-ce que c'est? C'est la masse de l'ovocyte humain. Ah, attention, là, on ne rigole plus, là. Pourquoi? Ben, l'ovocyte humain, c'est quand même important, hein, en biologie. Et donc, j'ai prévu, rétrospectivement, j'ai dit Newton aurait dû s'en occuper. Hein, parce que Newton, il passait son temps à regarder les livres d'alchimie et tout ça. Hein, et puis, à la fin de sa vie, il a tout fait brûler. Hein. Donc, sûrement, il avait dû trouver le... Parce que Newton, il cherchait les lois de la microphysique. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu publier très vite son bouquin. Vous trouverez tous les détails dans mon fameux livre que Tasso, je lui ai donné les épreuves le 24 juin, il n'a pas été foutu de sortir le bouquin pour maintenant. Bon, c'est pas rien. Bon, bref. Bon, il est excusable. Non, par contre, il a fait un autre bouquin. Non, le bouquin qu'il a sorti de notre ami hongrois, là, avec un nom à coucher dehors, la gueule, comment il s'appelle? Gertrich. Alors, ah oui, attention, non, je demande le plus profond respect pour ce Gertrich. Pourquoi? Figurez-vous, il avait annoncé, il avait dit la biologie c'est mieux que la physique, parce qu'en biologie, il y a un code génétique. Basta. J'ai regardé de plus près et j'ai trouvé le code génétique de l'univers. Je vais vous le présenter. Là. Bon, déjà, vous voyez que l'humain, là, il est central. Alors, ça voudrait dire quoi? Donc, si vous vous limitez à ça, vous dites, tiens, ça veut dire que l'humain, il devrait être général dans tout. Il devrait y avoir des humains dans tout l'univers. Alors, on écoute les signaux, on regarde les... Il ne trouve rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors là, bon, alors donc, je reviens au 137, hein, ce qui est grave. Les 137, ils l'ont rencontré en physique au début du siècle, XXe siècle. Ils ont regardé partout, les mathématiciens ne connaissaient pas. Hein, les fameux matheux, les Varmaniens, là, ils ne connaissaient pas le 137. Hein. Et on regarde dans la Bible, et la petite nonne, elle m'avait dit, bah oui, je l'ai trouvé dans la Bible. Tasso, grand mérite, il l'a trouvé 4 fois. Hein. Mais alors, moi, j'ai fait encore plus fort. Hein. Je l'ai trouvé dans la Grande Pyramide, mais je l'ai trouvé dans le temple de Karnak. Hein. Alors, ceux qui ont déjà été à Karnak, retournez-y. Ben, vous n'avez pas compté les colonnes. Ah ouais. Il y avait 134 colonnes, plus les 3 pylônes, ça fait 137. On est obligé d'isoler un nombre impair si on veut avoir une symétrie. Bon, bref. Donc ça, il faut consulter mon bouquin ou regarder mon ancien. Alors, il y a autre chose. Alors donc, il y a quelqu'un qui s'est permis de critiquer Pythagore. Hein? Là, il y a même un relecteur de Tasso qui a dit, quand on a évoqué Pythagore, ça m'a fait sourire, il a dit. Là, il y a de quoi se marrer, là. Ah ouais. Là, il va rigoler, l'autre. Hein. Pourquoi? Parce que tout a démarré avec les lois de Kepler, le renouveau de la science, hein, au XVIIe siècle. Donc, il a regardé. Kepler, attention, c'était un gars dans mon style. Hein. Lui, il a voulu mesurer, il a tout fait précis. Hein. Il a vu qu'une planète, il a vu que Mars,
Parce que Mars est spécial, assez elliptique hein, sur sa trajectoire. Il a vu Mars accélérait près du Soleil. Ah zut, ça foutait en l'air, tout le monde croyait qu'il y avait les vitesses, c'était toujours les mêmes. Alors il a été génial, là. Il a dit, c'est la vitesse aréolaire qui est constante, c'est l'air balayé qui doit être constant. Donc le carré d'une longueur divisé par un temps, L2 sur T. Hein. C'est important ça, attention. Hein. Bon, je vous dis toujours les concepts de longueur, temps et masse. Hein. Bon, là on n'a que des longueurs et des temps. Là. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé la troisième loi, 10 ans après, il aurait dû trouver tout de suite. Hein. Parce que c'est une loi qui est générale pour toutes les orbites, toutes les planètes. Le cube des longueurs est proportionnel au carré des périodes. Donc, alors, Pythagore, s'il avait vu ça, c'est d'autant plus bizarre que Newton, quand il a repris ça, il a trouvé la loi de la gravitation, c'est bien, il a trouvé la constante G. Hein, bon, ça c'est bien ce qu'il a fait. Mais il a oublié Pythagore, notre ami Newton. Parce que si vous avez un cube qui est égal à un carré, lui tout de suite, il dit, ah ben si c'est des nombres entiers, c'est donc une puissance de 6. Ah oui. Il n'y a qu'une puissance de 6 qui est à la fois carré et cube. Hein, même Armel, tu l'avais trouvé, tu te souviens, on en avait parlé. Même Armel, bon, c'est pas son... Hein, mais bon, Armel, attention, il est exemplaire point de vue du poids. Hein, parce que j'ai démontré que la masse optimale, c'est 100 kg. Hein. Ça, on va voir l'après. Bon, bref. Alors, si c'est une puissance de 6, ça veut dire celui qui est au cube, c'est donc c'est-à-dire le cube, c'est un carré lui-même. Donc, L est en N2. Proportionnel à un carré des entiers. Hein. Et le temps, la période, est donc un nombre entier au cube. Bon. Et maintenant, je vous demande de savoir compter jusqu'à 4. Hein, c'est pas trop dur. Hein. Ben oui, L carré sur D, ben L carré c'est 2 fois 2, moins 3 qui est le cube, ça fait 1. Donc L2 sur T est proportionnel au nombre entier. C'est la définition d'un quantum. Ils n'ont pas vu ça pendant 3 siècles. Ça ne s'invente pas là-haut. Je vous demande même pas de faire de l'analyse dimensionnelle compliquée. Je vous demande simplement de savoir compter jusqu'à 4. Hein. Bon, c'est pour ça, si vous voulez, que maintenant je suis assez affirmatif. Hein. Maintenant, il y a n'importe qui veut me dénoncer ou autre, là il ne fait pas le point. Hein. Bon, pourquoi? Parce que le fait de démontrer que ce L2 sur T possède un quantum, c'est exactement la définition de h bar, la constante quantique que j'ai utilisée dans ma formule 3 minutes. J'ai donc justifié a posteriori ma formule 3 minutes. C'est ce qu'on appelle ça le moment cinétique. Bon, ça décrit une rotation. Hein. Une rotation physique est décrite par un moment cinétique. Et c'est quand ils ont découvert que c'était quantifié qu'ils sont tombés par terre alors qu'il ne fallait pas tomber par terre. C'était logique par rapport aux lois de Kepler. Pendant 350 ans, ils n'ont rien foutu. Il n'y a pas eu de physique, je peux vous dire, de correct. Alors, même Poincaré. Alors, Newton a raté ça. C'est d'autant plus bizarre qu'on les appelait des pythagoriciens à l'époque. Hein. Ben, le pythagoricien, il a raté son coup. Bon. Mais alors, attention, ce qui est plus grave, c'est que Poincaré, lui, c'est lui qui a montré qu'on ne pouvait pas échapper cette quantification. Parce que Planck, qui avait découvert, il n'y croyait pas. Ils avaient oublié. Parce que tout le monde, ah oui, c'est pourquoi... Tout le monde, depuis 3 siècles, s'est amusé à critiquer Pythagore. Hein. Ah oui, ils l'ont... Oh là, regarde, il y a une affaire Pythagore, c'est pour ça que je vous recommande le dernier article là, que grâce à Tasson, on a publié dans le CEP. Hein. Moi, je réhabilite Pythagore, hein, attention. Hein. Et c'est vraiment la base de la science. Hein. Donc la base de la science, c'est les nombres entiers. Et la quantification qu'on vous présente en mécanique, c'est des nombres entiers. Alors, ce qui s'est passé avec le Poincaré, lui, il a pu démontrer qu'il y avait vraiment des nombres entiers parce qu'ils n'y croyaient pas. Hein. Même Planck. Les pauvres Poincaré, ben, il est mort trop jeune, il est mort à 58 ans. Il l'aurait trouvé tout de suite. Hein. Enfin, tout de suite, au bout d'un certain temps. Il était génial, Poincaré, attention. Hein. Mais bon, il n'a pas fait le boulot. Bon, du coup, le siècle s'est effondré. Bon, je résume sur l'univers. Alors, l'univers, c'est donc un trou noir géant. Bon. Et c'est donc une particule dans un cosmos. Ah, je rigole pas, hein. C'est une particule dans le cosmos. Le cosmos est beaucoup plus grand. Alors l'univers vous paraît grand, ma femme me dit toujours « Ouais, on ne veut pas raisonner sur trop grand, tu parles trop grand. Le rayon, c'est lié à 2 puissance 128, c'est un nombre... Quand vous prenez une puissance, vous pouvez écrire des grands nombres et des petits nombres. Hein. 2 puissance 128, c'est un nombre très courant en mathématiques.
Et même en informatique, hein. Vous savez, quand vous avez les clés à 128, ben c'est 2 puissance 128, ça veut dire, c'est ça. Quand vous avez une clé 128, vous avez l'univers dans le creux de la main, vous ne vous rendez pas compte. Bon, les gens ne se rendent pas compte que les grands nombres importants sont liés à des petits nombres. Hein. C'est toujours Pythagore qui parle. Hein. Bon, bref. Alors, mais alors attention, il y a du nouveau là. C'est là que Visuard a eu du mal à suivre. Il n'a pas compris que l'univers est aussi un soleil géant. Qu'est-ce que c'est que le soleil? Le soleil, c'est un réacteur à fusion. Hein? Et comme ça qu'il produit son énergie, il transforme de l'hydrogène en hélium. Et en fusionnant, ça libère de l'énergie. Devinez quel est le rendement? De l'ordre de 1 sur 137. Bien sûr. Ah ouais. Parce que Visuard a eu du mal à accepter. Hein. Bon, alors, quand il y a une réaction comme ça libère de l'énergie. L'énergie qu'on récupère, justement, c'est l'avenir peut-être de la production d'énergie pour les humains. Hein. Ah oui, ils ont essayé de le faire, ils ont essayé de m'embaucher au fait, hein. J'en ai pas parlé de ça. Ah oui, parce que moi j'étais devenu expert laser, évidemment. Hein. Quand j'ai fait l'école d'optique, après j'ai introduit les lasers dans l'enseignement, tout ça, et puis après j'ai fait l'holographie. Et donc ils ont voulu me débaucher, moi. Je dis non, mais avec des sommes énormes. Hein. Ah oui, parce que là-bas ils ont essayé de faire des réacteurs à fusion à base de laser. Mais j'ai dit c'est pas la peine. Bon. Moi j'avais d'autres choses à fouetter là. Bon bref. Alors donc cette énergie qui part dans l'espace, ça produit un rayonnement de fond cosmique. Et quand on fait le calcul, j'ai demandé à Visuard de le vérifier, j'espère qu'il l'a vérifié, sinon on va encore le mettre sur la sellette, lui. Hein. Température 2,73 Kelvin, et cette température, figurez-vous, qu'elle corrèle tellement bien avec la température des mammifères. Ah oui, les mammifères, là, il y en a beaucoup qui sont différents. Hein. Mais il y en a deux qui sont très opposés, c'est l'ours polaire et l'antilope tropicale. Mais ils sont pas dans le même milieu, mais ils ont la même température. Ah, ça veut dire que la température est un élément fondamental dans la vie, attention. Hein. Et s'il se passe pareil pour le cosmos, là. Cette température de 2,73 Kelvin est fondamentale. Alors du coup, à la suite de notre ami Dietrich, dont on parlait, là, il va avoir du mal. Hein. Il a un prénom... Massiès, oh là, c'est pas mieux. Hein. Bon, bref. Bon, non, mais c'est... Bon, Massiès, non, parce que je le respecte beaucoup. Hein. Il faudra lui envoyer des compliments pour le bouquin, là, j'ai déjà regardé un petit peu. C'est du beau boulot. Hein. Bon, bref. Alors, donc, bon, parce qu'il m'a coupé la chic, là, parce que j'en étais. Ah oui, voilà. Donc, oui, notre ami Matsiech, il avait fait la critique suivante. Il avait dit, ben oui, mais alors, la biologie, c'est mieux que la physique, parce qu'il y a un code génétique. Ah oui, mais ben voilà, ton code génétique, il est là. Donc, il y a un code cosmogénique dans l'univers. Donc, ce rayonnement de fond, alors, quand vous enseigne que c'est un rayonnement thermique qui vient... alors, on vous dit que c'est la trace refroidie du Big Bang. Non, ils ont observé des régularités mathématiques dans les distributions. Hein. Il l'a interprété d'une autre manière, parce qu'ils sont complètement noyés. Mais c'est ça, maintenant, bon, je suis convaincu moi-même, hein, c'est carrément, le cosmos nous envoie un signal très important à travers ce rayonnement. Hein. Ça va loin. Bon, alors attends, vous n'avez rien vu, là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai continué mon petit calcul 3 minutes, là. C'était mignon. Hein. Mais du coup, si j'utilise pas les masses des particules, si j'utilise la troisième constante d'effort, la constante de Fermi, la constante justement qui s'introduit dans l'énergie du Soleil. Il y a une constante là-dedans. Constante de Fermi. Hein. Bon, je mélange les trois constantes, vous me connaissez. Hein. Et qu'est-ce que je trouve? Le diapason cosmique. Ah. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ben, il se trouve justement on trouve une fréquence de 52 Hz. Alors vous connaissez la fréquence secteur, c'est 50 Hz. Hein. Bon, en Europe, aux États-Unis, je crois que c'est 100 Hz. Hein. Bon, mais là, 52 Hz, c'est trop près, si vous voulez, de la fréquence secteur, c'est-à-dire que ça a été adapté pour les besoins du cinéma. Au début, il y avait les images à 25 Hz, ça sautait trop, ils sont passés à 50 images secondes, ça vient de là, quoi. Donc, autrement dit, ça définit
le système sensoriel humain, là. Hein. Mais alors, quand on regarde un facteur 8, ça veut dire 3 octaves, hein, de puissance 3, ça fait 8, vous tombez sur 418 Hz, là. Alors, c'est pas loin du 440 des musiciens, hein. Et quand on regarde près, là, plus près, si on fait le diapason 443, parce qu'il y a de la bagarre entre les diapasons, hein. Et c'est le La bémol. Donc moi, toutes mes musiques, je les ai transformées en La bémol. Hein. Ah oui, ou en Fa mineur. Bon, bref, c'est comme la saison de l'hiver dans les 4 saisons de l'hiver. Bon, alors du coup, attention, maintenant, je suis venu l'année dernière avec des séries de relations. Je vous avais amené un grand tableau, il y avait une forêt de relations. Bon, là donc, Tasso, il a dit, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, de toute façon, là maintenant, j'ai repris tout à la base. Je suis en train de sortir avec notre ami Bisoir, s'il arrive à suivre, hein, un article Anthropocosmos, hein, il a du mal. Hein. Il en tient une couche, l'autre. Bon, bref. Alors, c'est aussi le titre de mon ouvrage. Hein, qu'on se demande si Tasso va décider à le sortir. Hein. Parce que là, ça devient urgent, hein, Tasso. Hein. Ah ben non, mais je ne le répéterai pas. Hein. Donc Tasso, il va falloir qu'il s'engage à le sortir avant la fin de l'année. Hein. Parce que je vous signale qu'il y a une réunion entre les matheux et les... Je vous signale qu'il y a une école de psychologues qui rassemble des matheux pour essayer de faire la liaison entre le freudisme et les mathématiques. Ils en sont là. Hein. Alors du coup, je vais intervenir, je vais leur dire, bon, ça suffit, vos bêtises là, de tourner en rond dans l'arrière. Il faut faire de la vraie physique directe, hein, basée sur les constantes universelles. Hein. Voilà. Bon, bref. Alors là, personne ne peut me critiquer, parce que c'est ce qu'ils font en mélangeant les constantes, mais ils prennent la vitesse C. Mais j'ai bien démontré que la vitesse C était trop lente. Bon, bref. Alors, donc, et là, je vais répondre à une objection de notre ami Michel Duhamel, ici présent. Alors, je le présente mieux quand même, parce que ce qui se passe, c'est que eux, là, avec son équipe, ça s'appelle une société Génodix, hein, Génodix. Bon, c'est un beau nom, les génos, tout ça. Bon. Eux, ils essayent de promouvoir la culture musicale, l'agriculture musicale. Pour se passer, oui, avec l'électique, ben oui, ça paraît surprenant, pour se passer de tous les problèmes vous savez, tous les insecticides qui balancent là-dedans. Donc on est mal. Alors donc, cette société propose de traiter les... Hein, tu en parleras, Michel, peut-être au déjeuner. Hein, on parlera. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous réussissez à faire avec de la musique? Vous allez me dire, aucun rapport. Si, maintenant il y a un rapport. Parce que la musique, là, les sons ne sont pas indifférents avec la physique. Alors ce qui se trouve, c'est que moi j'ai fait les corrélations. Michel m'avait dit, ouais, tes corrélations sont bien, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas une deuxième Terre avec d'autres humains plus loin? Ben non. Parce que les corrélations sont tellement serrées que la chance qu'on trouve une telle association, alors là, je ne peux pas détailler trop, mais si vous regardez mon site, hein, avant la publication officielle de l'article en anglais, hein, il va paraître je vais le mettre dans mon site. Donc, on arrive à la conclusion que vous avez une chance sur 10 puissance 15 de retrouver, dans l'univers, la même association, cosmos, univers, système solaire, Terre et humain. Alors, qu'est-ce que vient faire la Terre là-dedans? Alors moi, c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Parce que oui, j'avais plusieurs siècles d'avance, mais j'avais rien compris. C'est Tasso, là, bon, pour une fois, il faut le complimenter, l'autre, hein, parce que là, il m'a ouvert les yeux. Si, il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, va voir le bouquin de Charles Helley à la Bibliothèque nationale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon scooter. Moi. Je suis arrivé dans la Bibliothèque nationale, bouquin de Charles Helley, les pyramides, la Bible et les pyramides. Alors là, je peux vous dire, je suis tombé raide. Pourquoi? Parce que les Égyptiens définissaient le mètre. Vous savez, le mètre que vous utilisez, ils l'utilisaient à partir de rayons de la Terre. Et comment ils faisaient? Mais regardez une felouque à l'horizon, là. Et quand elle disparaissait à l'horizon, mais il faut être à une hauteur de 1 mètre du sol, hein, il disait, c'est 3570 mètres la distance. Le rayon de l'horizon, 3570 mètres. Mais le problème, pas le problème, la révélation, c'est 3570. On l'avait démontré auparavant
un an avant, on l'avait calculé avec une équipe de matheux, on l'avait trouvé, c'est le nombre optimal dans la physique des particules. Ça ne s'invente pas, là, tout le monde peut vérifier. 3570, d'où ça sort ça? Ça ne s'invente pas, ça ne peut pas être du hasard. Donc je les retrouve, vous imaginez mes yeux quand j'ai vu ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, maintenant j'arrive à la conclusion, donc j'ai tout brassé dans tous les sens. Donc demandé à ma femme le nombre de cahiers que j'ai remplis. Et puis j'ai dit voilà, bon, la conclusion elle est nette. Ce système-là est seul dans l'univers. Donc vous êtes tout seul. Alors nos amis, les officiels, là, ils ont lancé les satellites aussi pour pouvoir... qu'est-ce que tu as fait là? Ah oui, voilà. Ils ont lancé leur fameux télescope pour essayer de trouver de la vie. Mais là, comme l'ovocyte du porc est voisin de l'ovocyte humain, on me l'a fait un reproche. Mais moi j'ai dit non, c'est pas un reproche ça. Ça veut dire que l'humain, quelque part, il a besoin du porc. Hein. Bon, c'est vrai que vous aimez tous les saucisses. Surtout dans les Ardennes. Hein. Bon, enfin bref. Bon, donc, non, je me suis régalé à l'époque. Bon, bref, c'est pour, sans rigoler, c'est pour vous dire. Ça, je ne suis pas affirmatif. Hein. Pour les humains, je suis affirmatif, ils sont uniques. Pour la vie, je ne suis pas totalement affirmatif, mais cette histoire de porc, là, ça m'incite à dire que la vie, probablement, est unique sur la Terre. Là, je suis moins affirmatif. Pour les humains, c'est sûr, hein, avec le neuron. Hein. Bon, bref. Alors maintenant... Ah oui, alors là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que j'avais annoncé que le 137 dans la Bible, on trouvait aussi le 153, là, qui était bizarre. Mais là, du coup, on trouve aussi le 666. Le nombre de l'Apocalypse. Ah, là, on rigole moins. Là. Pourquoi? Parce que le nombre, c'est pas 666 qui sort, c'est son antécédent, le 665. Mais ils sont trop proches. Là. Il sort comment? Mais il sort quand on étudie les gammes musicales, on tombe sur la grande gamme qui a 665 notes. Ça fait 3 puissance 665, fait dire, c'est un grand nombre. Hein. Et c'est voisin de 2 puissance 1054. Avec une calculette, vous pourrez vérifier. Et c'est donc voisin parce que la base, alors ça, les matheux, ils n'arrivent même pas à définir quelle est la base optimale, c'est 2,718,28. Hein, ça se définit par le fait que E puissance 1 sur E, c'est maximum. Ça, ils n'ont même pas vu ça. Mais ce qui fait que ça fait apparaître 665 log de 3, log népérien de 3. Hein. Donc je vous conseille de vous procurer une calculette scientifique hein, pour vérifier. Ça, il faut vérifier ça. Hein. Donc il faut absolument que vous ayez le logarithme népérien. Hein, c'est ln. Bon, si vous tapez ça, qu'est-ce que vous obtenez? Vous divisez par 2, vous obtenez 365,29. C'est quoi ça? C'est l'année. Voilà. Bon, est-ce que c'est un hasard? Attendez, bougez pas. Que personne ne bouge. Vous prenez maintenant la racine, au lieu de diviser par 2, vous prenez la racine pour voir la racine carrée. Et vous trouvez 27,03. C'est quoi ça? Bon, enfin. Le lunaire. C'est le cycle. Voilà, il y en a un qui suit là, c'est le cycle lunaire et la rotation du soleil. Parce qu'on travaille avec Bismarck, on travaille avec un astronome ukrainien, enfin les Russes, non maintenant il est russe. Oui, parce que la Crimée est russe, hein, ça ne se discute pas. Hein. Bon, faut pas. Ah oui, il m'a dit, quand on m'a dit, bah, on est chez nous, voilà. Bon, cette histoire de Crimée, c'est embêtant. Hein. Mais non. Bon, bref, alors donc. Et lui, il a vu cette relation. Il n'a pas pensé évidemment à 666, mais il a vu la relation qu'il y avait extraordinaire entre le jour terrestre et la période de rotation du Soleil. C'est surtout ça qui l'intéresse, lui. Il y a une relation extraordinaire, mais évidemment, il n'a pas vu que c'est relié au 666. Hein. Et c'est aussi la période féminine, un petit peu. Hein. Et voilà, bon. Autrement dit, le 27 jours, il n'est pas normal. Hein. Mais il faut reconnaître aussi le calendrier égyptien. Hein, si vous lisez mon bouquin, vous verrez toutes les origines des calendriers et tout ça, hein, lundi, mardi, mercredi, tout ça, c'est expliqué. Hein. Bon, bref. Alors, bon, ils ont oublié les racines, attention. Hein. Donc, on en parlait avec Zimmermann. Hein. L'éducation, au niveau même des classes de maternelle, ça ne va pas du tout. Hein. Il faut apprendre d'où sort le nom lundi, mardi, mercredi, tout ça. C'est lié au nombre 7, qui est un nombre très particulier, un nombre de Mersenne. Hein. Bon, donc je vous recommande de lire mon livre ou de regarder mon site.
Parce que là, l'éducation en mathématiques, pas étonnant qu'on est les derniers, ça ne va pas du tout. Hein. C'est lamentable. Donc, discussion, parce que là, accrochez-vous, là. Parce qu'il se trouve que dans les calculs, il y a un nombre d'Armageddon qui sort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? 38 milliards. Alors, il se trouve que dans les calculs, tout direct, ça c'est pas tarabiscoté, c'est le calcul direct. On tombe sur un nombre de rayons atomiques dans une longueur de 2 mètres, d'un humain optimal. Hein. Un humain optimal, bon, il fait en plus un humain optimal, c'est pour ça que j'ai parlé de Armel. Armel pèse 100 kilos. Armel, tu peux te lever? Est-ce que tu fais 2 mètres? Un petit peu moins. T'es pas loin. T'es donc l'humain idéal. Oh. Non mais il n'a pas fait exprès là. Non mais je veux dire, c'est extraordinaire qu'on tombe sur des trucs. Pourquoi? Parce que non mais attention. Parce qu'il s'introduit dans nos calculs, on a notre ami Bisoire ici témoin, il y a une masse qui apparaît de Planck dans nos calculs, on a vu apparaître une masse de 10 puissance 12 kilos. Dans les calculs directs, hein, en première ligne, qu'est-ce que c'est que c'est la masse d'une montagne? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, la montagne? Alors j'ai regardé un peu les montagnes, puis après je me suis dit, zut, est-ce que ça ne serait pas la masse de tous les humains disparus? Et pour ça je l'ai appelé masse d'Armageddon. Bon là je suis moins affirmatif. Mais ça voudrait dire, puis avoir en plus, c'est multiplié par masse de l'électron, et prenez la racine carrée, vous retombez sur la masse de l'ovocyte. Ça devient gênant. Hein. Donc du coup, je me demande, et là je ne suis pas moins affirmatif, je me demande si on n'a pas, pour quelques siècles restants, autrement dit cette histoire d'apocalypse, je me demande si, et donc on rejoint la fameuse dévolution dont on parlait. Bon, la dévolution cérébrale, elle est manifeste. Hein. Il y a dévolution cérébrale là, dans toute l'humanité, vous avez perdu les pédales. Pas vous-même, mais les prix Nobel et compagnie, hein, l'autre aspect, les complètement nuls. Hein. Bon, donc, vous avez perdu les pédales, y compris Einstein, et surtout Einstein. Hein. Einstein, il a tout copié. Hein. On a les preuves. Hein. Bon, c'est une catastrophe. Avoir traité d'Einstein de génie, c'est une dévolution cérébrale complète. Il a tout copié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de prix Nobel pour la relativité, parce qu'à l'époque, il savait bien que c'était Poincaré. Mais alors, cet imbécile de prix Nobel, il ne donne pas aux gens disparus. Il fallait donner le prix Nobel décédé à Poincaré. Puis il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils sont partis là-dedans. Alors tout le monde, Einstein, le grand, tu parles d'un grand génie, il n'a même pas fait un calcul de 3 minutes. Bon, donc, d'évolution cérébrale, depuis Newton, on peut dire que... Et puis, cette histoire de philosophie qu'ils n'ont pas raccordée avec le Pythagore, bon, c'est la catastrophe la plus complète. Donc, il ne faut plus maintenant parler de système scientifique. Hein, vous leur dites, vous n'avez pas fait votre calcul de 3 minutes, vous vous dégagez. Alors maintenant, pour la dévolution génétique, donc ça je vous conseille, moi je me suis procuré tout de suite le bouquin de Marsèche, là. Hein. Ça a l'air logique. C'est-à-dire une mutation, statistiquement, c'est néfaste. Hein. Quand vous faites quelque chose au hasard dans votre chambre bien rangée, si vous mettez quelque chose n'importe comment, ça n'arrange pas le rangement. Hein, bah ouais. Si vous procédez par hasard, la science, c'est l'opposition du hasard. Et Darwin, le pauvre Darwin, là, il a dit, ouais, les mutations par hasard, voilà, ça vous allez transformer un serpent en oiseau, voilà, bon, allez hop, il faut un peu de temps. Oui, un peu de temps. Et il n'y a pas calculé le nombre de milliards d'années qu'il faudrait. Hein. Ouais. Il faut chiffrer tout ça, là. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y aurait pas que 38 milliards, on n'est pas loin du compte. Hein. Donc, je me demande s'il n'y a plus que quelques siècles restants. C'est pour ça que je voulais lancer un appel de Reims pour dire il faut alerter pour l'éducation, mais je me demande si ça vaut vraiment la peine maintenant. Voilà, donc je voulais conclure là-dessus. Hein. Donc, je vous souhaite quand même bon courage hein, et merci pour votre attention. Ça va le... Question, hein. Bon, vas-y, fais passer le micro s'il y en a un. Il est là le micro. Allez là, mais prends-le, moi j'ai pas besoin de micro. Voilà. Bon alors. Ah.
Je voulais vous faire préciser la différence entre univers et cosmos. Ah oui, très bonne question. Alors, Très bonne question. Le philosophe, ça va pas vous plaire. Michel Onfray Oui. a écrit un livre Cosmos, que je n'ai pas lu. Oui, mais moi j'ai eu le temps de le lire et j'ai perdu mon temps. Voilà. Non, parce qu'il a fait référence à un certain illuminé qui ne comprend rien là. Alors, Et donc, quelle est la différence? la différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme, mais elle est très, comment dirais-je, elle est très instructive. Parce que l'univers, c'est 2 puissance 128. Tu filmes toujours Oui. Rate pas ça. Hein. Ah non. C'est comment votre prénom vous? Votre prénom? À moi, Ouais. Bernard. C'est Bernard qui a posé une bonne question. Donc l'univers, c'est 2 puissance 128. Ça fait un nombre à 38 chiffres. Francis, vous précisez ce que ça veut dire, 2 puissance 128. Oui, par rapport, ah oui, bien tu as raison. Par rapport à quelle unité? Par rapport à la longueur d'onde de l'électron, bien sûr. Prendre la particule la plus simple. Ouais, merci pour le... Bon, donc, si vous ne vous rappelez plus du rayon de l'univers, vous avez un trou de mémoire, vous dites c'est 2 puissance 128 la longueur d'onde de l'électron. Parce que la matière se propage par onde. Hein. C'est ce qu'Aspect n'a toujours pas compris. L'autre prix Nobel, là. Alors lui, je vais l'allumer dans le... On ne ratez pas le prochain numéro du CEP. Hein. Je vais allumer votre fameux prix Nobel français, là. C'est une catastrophe. Donc je l'ai connu à l'Institut d'optique, il était nul, mais alors il ne s'est pas amélioré. Ah ouais. Alors voilà, prix Nobel. Voilà, non, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire, vous avez un contre-exemple que je vais, grâce à Tasso, je vais vous le détailler. Vous allez voir le niveau. Hein. Le pauvre type. Hein. Bon, bref. Alors, maintenant, le cosmos. C'est vrai que moi, j'ai particularisé les notions. Hein. Pour beaucoup de philosophes, l'univers, c'est tout. Hein. Bon, moi, j'ai dit, bon, doucement. L'univers, ce que j'appelle l'univers, c'est l'univers visible. Visible. L'univers vide, c'est ça? Visible. Visible. L'univers visible. Et derrière l'univers visible, là j'ai démontré, il y a un cosmos qui est beaucoup plus grand. Et cosmos, c'est combien? C'est 6 puissance 128. Du cosmos? Ouais, 6 puissance 128, c'est quand même beaucoup plus grand. Alors quel est le rapport entre le cosmos et l'univers? C'est 3 puissance 128. Ça fait 10 puissance 60. Donc j'ai introduit un cosmos qui est 10 puissance 60 fois plus grand que l'univers que vous considérez trop grand. Donc là, on rigole plus. Hein. Il y a d'autres univers dans le cosmos? Ah, voilà. Une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres univers dans le cosmos? Ah. Alors là, je suis un peu gêné. Non, bah, écoutez, c'était pas tout l'autre. Tout de suite, elle me dit, il faut que je réponde à tout. Non, mais attends, il faut... Le niveau que j'ai atteint, attention, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. J'ai progressé par petits pas, j'ai rempli un millier de cahiers serrés. Hein. Donc, je vais toutes les foutre en l'air, ça y est, c'est fini. Le problème, il est réglé. Mais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je réponds à toutes les questions, sauf celle-là. Je n'ai pas compris ce qu'il y a dans le cosmos. Je suis sûr qu'il est là. Ah, une autre question. Mais je ne sais pas si les mêmes humains sont là, je ne sais pas. Allez. Aristote a dit qu'il ne peut pas y avoir plusieurs univers, parce que s'il y avait plusieurs univers, leur somme ferait un univers. Oui, bon, non, c'est intéressant comme remarque. Oui, l'univers ne peut être qu'unique. Hein. Bah oui, sinon, tout ça est unique. Hein. Donc, oui, là, ça répond peut-être à la question. Mais enfin, disons, moi, ce que je distingue, un univers unique, bien défini, là, 3 minutes, vous avez la masse, intégré dans un cosmos que je calcule aussi hein, par des relations à moi, parce que j'ai été expert en holographie, j'ai introduit l'holographie là-dedans, attention. Enfin, bref, vous regarderez mon bouquin, vous verrez, la beauté, c'est magnifique. Hein. Oh, les relations. Hein. Mais alors, quand à la fin, vous tombez sur un chiffre comme 3 puissance 128 qui donne le rapport de vitesse grand C sur petit c, vous vous dites que là on rigole plus. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que 2 puissance 128 et la suite logique, c'est 3 puissance 128. Donc le cosmos est logiquement lié à l'univers. Alors maintenant, dire s'il y a d'autres... parce que là, je ne peux pas préciser la réponse à la question de Michel. Est-ce qu'on est tout seul On est tout seul dans l'univers, c'est sûr. Mais dans le cosmos, je ne peux pas dire. Là, il y a encore... mais comme je vous dis, moi, je suis plus modeste maintenant. Je
peux pas être modeste, j'ai plusieurs siècles d'avance sur tout le monde. Ben non. Non, mais au moins, j'ai assez de lucidité pour dire qu'il y a des questions que je ne peux pas répondre. Non. Donc, désolé, une autre question. Une question complètement idiote. Ah. Et où Dieu là? Ah ben justement, mais ça, c'est... Ça, là, où est Dieu là-dedans? Ben, l'univers cosmos, ça, c'est une question pour Taslo. Hein. Ben non, mais moi, je peux pas tout faire, l'autre. Hein. Oh. Moi, je fais mon boulot de physicien. Vous savez la question, Dominique? Oui, mais non, mais Dominique, bon, simplement que Dominique, il faut qu'il se remette dans l'axe, hein, parce qu'il se disperse à droite à gauche. Hein. Je lui ai dit, mon bouquin, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, je ne peux pas sauver l'humanité, parce que j'ai démontré que l'humanité, vous êtes foutus. Hein. Enfin, là non plus, je ne suis pas très sûr. Hein. Les quelques siècles, ça, c'est moins sûr. Ah, question de Tasso. Hein. Ah. Donc c'est facile pour expliciter. Quand Francis Sanchez parle d'univers ou du cosmos, il parle de physicien. Ouais. Donc, mon boulot. en relation entre l'univers et le cosmos. Et c'est pour ça que la question du rayonnement de fond cosmique est intéressante. Parce que au moment où on a découvert ce rayonnement cosmique, on a dit c'est la preuve du Big Bang. Alors c'était très intéressant comme réaction parce qu'à l'époque il y avait des théories concurrentes du Big Bang, en particulier liées à ce qu'on appelle l'univers stationnaire. Et les théoriciens de l'univers stationnaire, dont Eddington, avaient proposé, avaient déjà anticipé ce rayonnement, et ils avaient proposé des valeurs. Et les valeurs proposées par les théoriciens de l'univers stationnaire étaient très proches de 70, alors que les partisans du Big Bang, eux, ils étaient très loin. Voilà. Donc ils étaient vraiment à un ordre de grandeur différent, mais ils étaient très loin. Et ce qui est intéressant, c'est là où on tombe sur la dévolution du système scientifique, c'est que la démarche scientifique normale, vous avez, on dit la science est hypothétique déductive, on fait des hypothèses, on observe, et automatiquement, c'est celui qui a l'observation, qui a fait la prédiction la plus proche de ce qui est observé, dont la théorie est juste. Et là, il s'est passé la chose suivante, on a écarté les théoriciens de l'univers stationnaire dont la prédiction était plus proche de la valeur observée, et le lendemain, dans le New York Times, on a dit c'est la preuve du Big Bang, alors que c'était la valeur la plus élevée. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans le fonctionnement. Oui, attends, repasse-moi le micro, parce que c'est important. Oui, c'est très important ce qu'il vient de dire. Oui, donc je corrige un peu, c'est non seulement de la folie, mais c'est aussi de la malhonnêteté terrible. C'est malhonnête, exactement. C'est malhonnête de ne pas voir, dès qu'on a vu ce rayonnement, de ne pas avoir ressorti les gens qui avaient prévu la bonne valeur. Et c'est des manipulations faites par pas des normaliens, parce que c'est des gens de Princeton, mais c'est un peu la même engeance. En 1965, quand ils ont découvert le truc, ils se sont découverts. C'est la fin de Vatican II, quand même, accessoirement. Bon, disons que non, mais là, c'est indépendant quand même. Oui. Non, mais ce qui est important, c'est comme il a dit Tasso, il a raison, ça fait les premières pages de New York Tribune. Hein. Regarde s'il y a d'autres questions. Donc vous avez été manipulé et vous avez tout gobé. Il faut arrêter de tout gober. Hein. Voilà. Ah ben non, mais, tiens, question de Bismarck, on va encore rigoler avec lui. Là. Alors, lui, c'est un cas. Là. C'est la question d'un officiel. Comment Tu as comparé l'expansion, la récession galactique à une rivière qui coule. Ouais. Mais dans une rivière qui coule, la vitesse ne dépend pas de la distance par rapport à l'observateur. Alors, non, c'est une image. Alors comment... Il ne l'écoute pas. Bon, ça va, arrête. Oui, mais alors justement, comment tu peux expliquer le fait que la vitesse augmente avec la distance Ah oui, alors l'accélération, oui, c'est une bonne question ça. Pourquoi? Ah oui, très bonne question. Pourquoi? Alors, c'est vrai ça. Oui, il y a un phénomène qui s'est passé avec cette récession galactique. D'un seul coup, ils ont découvert que la récession accélérait à longue distance. Oui, ben, justement, elle accélérait. Oui. Alors, tous les traités de cosmologie disaient, bon, il y a une récession, mais ça ne peut que ralentir, parce que la gravitation est toujours attractive. Et
qu'est-ce qu'ils ont découvert? Au tournant du siècle, dans les 98, hein, ils ont mesuré bien les levées très lointaines, ils ont vu que ça accélérait. Ça a été la panique. Déjà, il y a déjà eu cette panique-là, j'avais oublié de le dire. Et oui, mais ce que tu as oublié de dire là, c'est que la théorie permanente prévoyait justement une accélération. C'est-à-dire que le 13,8 milliards d'années-lumière, c'est une distance, mais c'est aussi un temps de renouvellement des galaxies. Et la loi est exponentielle. Pourquoi exponentielle? La loi exponentielle, c'est E puissance x, c'est la forme la plus simple. Donc la récession, c'est une forme exponentielle, c'est-à-dire il y a une seule constante de temps, c'est 13,8 milliards d'années celui-là. C'est pas un âge, c'est une constante de temps. Donc ça accélère, donc ça a été prévu. Donc il fallait, à ce moment-là, dès 98, il fallait revenir aussi. Il y a non seulement le phénomène du fond cosmique, mais il y a aussi l'accélération. Très bonne question. Tu l'as pas fait exprès, Lisois, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est un cas. Lui. Il est astronome, alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, là-bas. Alors, la question est un peu incongrue, peut-être. Non, mais c'est la place dans tout ça de la Terre par rapport à l'univers. Ouais, elle est unique. Ah oui, non, elle est unique. Non, mais attends, j'ai pas été clair, là. Bon, repasse-moi le machin, il n'a rien compris, l'autre. J'ai bien dit que le système cosmos, univers, système solaire, attention, on dit même le système solaire, hein. Le système solaire, il n'est pas normal. Hein. La Terre, alors la Terre pas du tout normale, je vous ai dit, la distance égyptienne de 3570 mètres, qui est liée littéralement au rayon, s'intègre directement dans les formules holographiques, hein, avec le cosmos direct. Alors j'ai montré ça à pauvre Bisoire, il n'y arrive pas. Mais moi j'ai chiffré tout, c'est net et sans bavure. Et tout le monde fait vérifier. Ce qu'il y a de bien avec ce que je fais, contrairement à tous les normaliens, là. Bon, pas lui, mais bon, il y en a beaucoup qui les travaux qui vous présentent, vous ne pouvez pas rien vérifier. Bon, il faut admettre ça, allez. Non, mais moi, vous pouvez tout chiffrer. Et c'est pour ça, dans mon bouquin, j'ai insisté là-dessus auprès de Tasso. En bas, il y a des petites lignes, et les gens qui peuvent vérifier les calculs peuvent vérifier. Voilà. Donc la Terre, quand on la regarde de loin, là, c'est la plus belle image, je vous signale, c'est la plus belle image qu'on ait dans le catalogue des photos. Hein. Je vous la recommande, celle-là, la photo de la Terre. Hein. Elle est magnifique. Et ça, déjà, c'est un signe. Mais les calculs sont nets. Il n'y a qu'une seule Terre pareille. C'est pas la peine d'aller chercher à... Il y en a qui veulent émigrer, là, dans les autres planètes. Là, c'est ça. C'est exactement le contraire de ce que conclut Teilhard de Chardin, en fait. Ah oui, mais je m'occupe pas de... je m'occupe de la physique. Teilhard de Chardin, bon, peut-être, est-ce qu'il a fait de la physique? Non. Bon, ben, moi, je fais de la physique, la vraie physique, l'unique, droite et ultime. Ah oui, parce qu'on ne peut pas faire plus. Vous ne pouvez pas faire mieux que 3 minutes pour calculer la masse de l'univers. Hein. Si quelqu'un fait mieux, vous me l'envoyez. Hein. Ben non, ouais. Ça ne s'invente pas. Hein, question. Oui, alors, vous excuserez, j'ai peut-être des erreurs de nom. Il y a eu un prix Nobel français de physique. Oui, Alain Aspect, il est nul. Qui utilise des techniques optiques. Ouais. Ah oui, justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il est nul. Bien compris dans votre domaine. Ah, c'est mon domaine. Il prétend qu'on peut résoudre le problème de l'énergie atomique. Non, mais il est déjà nul en optique. Comment voulez-vous qu'il parle de... En transmutant, si je vais les corps radioactifs à vie longue, donc ça résout totalement le problème des déchets et le problème de la... Non, mais... Avec 2 milliards de recherches, il résout le problème. Non, mais attendez, bon, passe-moi le micro. Bon, attendez, là, on va en discuter là avec notre ami, justement. Alors, notre ami Bisoire, il est intéressant parce qu'il dirige un service au niveau de l'Observatoire de Paris. Hein. Donc il va vous expliquer qu'il y a des tas de projets qui sont présentés pour avoir des crédits. Ça se chiffre en millions d'euros. Ben oui, parce qu'il faut équiper une équipe de 5 ou 6 chercheurs. Hein, et donc 5 ou 6. Et au bout de 5 années, on n'a rien fait de bon, on passe à autre chose. Donc l'argent est dépensé en pure perte. Hein. Et donc notre ami Bisoire va vous confirmer ça.
Il ne faut pas écouter tout ça. Hein. Et il ne faut pas vous fier à la télé, tout ça, c'est des bandes de nuls. Tous, non seulement ils sont nuls, ils sont fous, mais ils sont malhonnêtes. Voilà. Donc vous avez la totale. Donc autrement dit, le monde, bon rien, sans parler de l'évolution génétique, le monde est mal barré. Hein. Ça va mal. Hein. On peut se fier à personne. Hein. On peut se fier à personne, sauf à mes calculs. Là, vous pouvez, mes calculs, c'est du garanti. Ouais. Ben, si tout va mal, elle n'a rien saisi. Je vous dis qu'il n'y a que des fous, des menteurs, des voleurs et des tricheurs. Oui, mais pas en physique, ma grande. Ben oui, ben non, parce que vous... Non, mais s'il ne faut pas écouter les prix Nobel, par exemple. Bon, vas-y, Michel. Ouais. Donc, est-ce que tu as une estimation du nombre de galaxies? Oui, j'ai tout compté, évidemment. Oui. Que ça représente et du nombre de planètes qui gravitent autour. Bah évidemment, j'ai fait ça. À quel ordre de grandeur pour le nombre de planètes? C'est 10 puissance 24. Parce qu'il y a, attendez, il y a 10 puissance 12 galaxies, en gros, ça veut dire 100 milliards de galaxies, non, 1000 milliards, bon je compte, moi je compte large, hein. 10 puissance 12, c'est 1000 milliards de galaxies dans l'univers, d'accord? J'ai pas d'opinion là-dessus. Mais ça se voit, hein. Bon bref. Alors, dans une galaxie, il y a aussi 100 milliards, moi je compte 1000, moi j'arrondis, oh. Donc j'ai compté 10 puissance 24 planètes potentielles. Bon, alors 10 puissance 24 planètes potentielles et 10 puissance moins 15, ouais. Ça reste quand même de la marge. Ben, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que les corrélations arrivent au total, dans l'improbabilité globale que vous avez, à 10 puissance 39. Et les 10 puissance 24, c'est de la rigolade à côté. Et la différence, c'est 10 puissance 15. Voilà. Donc ça répond à ta question. Est-ce que tu as d'autres questions, Michel? Calcul vérifiable, j'insiste bien, ceux qui ne sont pas contents, hein, qui refassent le calcul, après ils viennent me voir. Hein. Ah, oui. Personne n'a jamais trouvé d'erreur dans mes calculs. Personne ne m'a corrigé au niveau calcul. Tout le monde a dit que je suis à moitié fou. Oui, je passe pour un fou. Hein. Ça tenez-vous bien. Si vous demandez qu'est-ce que c'est que ce changer, ils vont dire c'est un dingue. Seulement mes calculs, personne ne les a corrigés, n'a pu les contester. Parce que la vérité est dans les nombres, hein. Ça c'est Pythagore qui parle. Hein. Parce que tous les philosophes, ils ont dit, est-ce qu'il existe une vérité absolue? Ah oui, 2 plus 3 égale 5, c'est absolu, désolé. Hein. C'est Pythagore.